De retour à Lyon pour cette nouvelle table ronde, rénovation des logements, quel financement pour la sobriété énergétique? Nous sommes accompagnés pour cette table ronde, chez nous Royal, avec Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville, président de la Fondation Sciences Po Lyon. Bonjour monsieur. Et également Éric Gibaud, directeur régional d'ICAD. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler donc rénovation des logements. Les collectivités ont besoin de plus de moyens pour mettre en œuvre toutes les solutions qu'attendent les habitants et les habitants face à la crise du logement. Ces moyens, vous espérez les trouver où, monsieur le vice-président ? Alors oui, nous avons besoin de plus de moyens. Et en même temps, une fois que je vous ai dit ça, l'engagement de la métropole de Lyon, il est plein et entier. C'est-à-dire que nous avons voté sur le mandat une enveloppe de 74 millions d'euros pour un programme qui s'appelle Éco-Rénov' et qui nous permet évidemment de viser des dizaines de milliers de logements éco-rénovés. Donc il n'y a pas de doute sur notre engagement et sur le fait que la collectivité joue le jeu. Après, il ne suffit pas que de parler de moyens, parce que quand on rentre quand même dans le détail, il faut arriver à convaincre les bailleurs sociaux, mais j'ai envie de dire, de ce côté-là, le dialogue est facilité, et les bailleurs privés, les copropriétaires, de s'engager dans des travaux d'éco-rénovation ou de réhabilitation. Et c'est là que le bât blesse. Parce que pour toute décision, elle prend beaucoup de temps. C'est notre démocratie spécifique à l'immobilier et au logement. Et peut-être que là aussi, il faudra un jour se poser quand même des questions sur la prise de décision quand même dans les copropriétés. Et puis, il faut évidemment réduire le plus possible le reste à charge en ayant à l'esprit évidemment un principe de justice sociale. Donc pour vous répondre très clairement, je crois que le chantier que nous avons à ouvrir, et notamment d'une collectivité comme la nôtre, qui s'engage de manière extrêmement ambitieuse, c'est de voir comment on arrive encore mieux à coupler les dispositifs État et les dispositifs territoriaux. Je vais le dire vraiment de manière très concrète, oui, nous avons besoin d'avoir une délégation pleine et entière de MaPrimeRénov' pour pouvoir proposer un bouquet d'aides aux copropriétaires pour faciliter leur prise de décision. Parce que sans cette prise de décision, vous aurez beau mettre des millions sur la table, vous n'aurez pas d'éco-rénovation ou de réhabilitation d'envergure dans des territoires qui en ont autant besoin que le nôtre. Avant d'en venir aux engagements de l'État, j'aimerais qu'on en vienne plus largement, et ça va intéresser nos followers, nos téléspectateurs et vous ici dans la salle. On incite énormément les propriétaires. On a vu qu'il y avait maintenant des qualificatifs de passoires thermiques, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait ou qu'il serait nécessaire qu'il y ait aussi une sanction qui amène à un engagement plus profond de la part des propriétaires et des promoteurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je mets de côté les promoteurs. Non, j'espère bien qu'on va y venir, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que lors de l'acte de construction, d'une certaine manière, évidemment, on ne se trouve pas dans des situations dans 20 ou 30 ans qui sont les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, sans aucun doute. Mais si je vais sur le côté propriétaire, une des premières sanctions, c'est quand même l'interdiction de mise en location. Et là, je rappelle quand même, parce que souvent je lis la presse, pas la vôtre, mais la presse quotidienne qui parfois nous interpelle sur le retrait d'un certain nombre de biens de la mise en location. C'est un fait. Pour le moment, je n'ai pas tout à fait les données. Je vous le dis tout à fait de manière... Mais j'en doute pas. Évidemment, à un moment ou à un autre, ça a un effet. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je dis simplement que pour le moment, je n'ai pas les données consolidées, si vous me permettez cela. Mais il y a cette sanction. Je crois qu'on a beau avancer par sanctions, elles sont nécessaires à certains moments, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, sur un certain nombre de dispositifs métropolitains et territoriaux, nous mettons en place ce type de sanctions. Il faut aussi et avant tout de l'incitation.
tous les propriétaires ne sont pas des propriétaires qui sont assis sur un tas d'or. Et nous avons eu, et encore plus, je suis obligé quand même de le dire quand on traite de cette question, sur ce territoire, le 16 décembre dernier, un drame dans une copropriété dégradée à Vaux-en-Velin. Je crois qu'il faut aussi quand même avoir une vision d'ensemble des copropriétaires qui, pour une partie d'entre eux, sont des copropriétaires très, très modestes. Et donc nos dispositifs doivent être incitatifs. C'est toute notre conception, à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon, d'une transition écologique dans la justice sociale. La transition écologique posée comme un impératif sera d'une violence sociale sans précédent. C'est quelque chose que l'on peut voir dans certaines agglomérations. Peut-être, mais en tout cas, moi je vous parle de ce que je connais. Nous mettons en place des dispositifs d'accompagnement. Et en l'occurrence, le programme Éco-Rénov', 74 millions d'euros. Et une déclaration du président de la métropole qui dit « on abondera autant que de besoin ». Donc il ne faut pas qu'il y ait de débat là-dessus, parce que c'est une de nos priorités. Et comment ça ne serait pas une de nos priorités? Au moment où il y a une crise énergétique, au moment où les factures des propriétaires, des habitants, des locataires flambent. Oui, il faut absolument transformer notre habitat. Et donc, parfois, ça passe par de la sanction, parce que ça n'est plus possible de loger dans des étiquettes G, F, et puis peut-être bientôt E. Et voilà, c'est quand même ça la réalité. Mais il faut absolument transformer, parce qu'il faut tenir finalement les deux impératifs, au-delà de justice sociale et transition écologique. C'est qu'il faut à la fois transformer, et il faut absolument produire des logements qui sont beaucoup plus, qui sont moins consommateurs d'énergie. C'est exactement ce qu'on a engagé dans un référentiel dont j'aurai l'occasion de vous parler. Ça me permet, on va y venir, ça me permet donc de revenir à vous, Monsieur Éric Gibaud, vous êtes directeur régional d'ICAD. ICAD, c'est un opérateur immobilier intégré regroupant les métiers de foncière, santé et tertiaire, ainsi que de promotion. Et on va revenir sur cette construction qui est soucieuse de l'environnement et donc de cette transition écologique et énergétique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cœur de métier ici dans la région ? Alors, c'est vrai que notre cœur de métier aujourd'hui sur le secteur lyonnais, c'est évidemment la promotion immobilière, la construction de logements neufs, avec en perspective cette pleine responsabilité dans la durée vis-à-vis des logements qu'on va construire et vis-à-vis de l'énergie qui va être consommée dans la durée de vie de ces bâtiments et du coût de fonctionnement de ces bâtiments et de ces appartements. On a plusieurs références aujourd'hui qui font sens et qui viennent étayer un peu ces propos. On a actuellement un travail qui est fait sur un écoquartier, l'écoquartier des Orfèvres à Trévoux, sur lequel on construit en bois avec un mode de chauffage sur des chaufferies bois également collectives, avec des espaces communs mutualisés. Donc on est dans une construction vertueuse, sobre, puisque les bois sont travaillés dans un secteur de 80 à 100 km, et avec une performance thermique et énergétique qui viendra assurer, ou en tout cas préserver, le pouvoir d'achat dans la durée de nos propriétaires. On a un deuxième exemple aujourd'hui qui vient étayer ces propos, c'est reconstruire la ville sur la ville. Dans la thématique de reconstruire la ville sur la ville, on a aujourd'hui, nous, cette capacité de pouvoir travailler sur des objets qui existent déjà. Vous avez dit qu'on était opérateur intégré, donc ICAD a une foncière. Au sein de cette foncière, on bénéficie de certains actifs, et notamment un actif sur Lyon, qui est l'îlot Lafayette, qui était le siège de Framatome, et qui est aujourd'hui vide, et sur lequel on est en train de redéployer une opération de construction de logements, en gardant un immeuble, une tour de 15 étages, sur laquelle on vient réaliser finalement une mutation de ces bureaux en habitation. Alors, à la question, est-ce que c'est vertueux? Oui, sur la construction bas carbone, on se rend compte qu'on vient économiser à peu près 30% à une construction habituelle. Est-ce que derrière, dans la durée, on est aussi vertueux? Forcément oui, puisqu'on vient transformer des bureaux qui n'étaient pas destinés à recevoir du logement, avec finalement une isolation, un mode de chauffage qui va être performant, qui va permettre de maîtriser ses coûts dans la durée. Est-ce qu'on est économique à construire? Est-ce qu'on est moins cher à construire? Pas forcément. On se retrouve dans une situation où des contraintes techniques fortes viennent un peu plomber cette volonté finalement de pouvoir développer, ou en tout cas redévelopper ces sujets. Et ça nous amène à parler des référentiels, mais je vous laisse la parole. Non, mais c'est extrêmement intéressant pour plein de raisons. Si on reprend cette maxime que souvent on s'approprie les uns les autres, refaire la ville sur elle-même. Il faut aller jusqu'au bout de notre raisonnement. C'est bien le défi auquel on est confronté. Nous sommes confrontés les uns les autres. C'est-à-dire comment on va faire la ville, non pas demain,
là, en 2023. C'est ça quand même la réalité. D'abord, il faut bien comprendre qu'on avance vers le zéro artificialisation nette. Et la métropole de Lyon, via sa modification du plan d'urbanisme, a déjà anticipé une partie des mesures et puis elle continuera. Nous allons poursuivre l'effort à travers une modification qui s'engage dans ces mois à venir. Donc il faut, dans le zéro artificialisation nette, se dire qu'il faut maintenir un coefficient de pleine terre important. Je le dis parce que c'est une discussion qu'on a avec les promoteurs, parce qu'ils nous disent, oui mais attention, vous faites baisser la constructibilité. C'est pas faux. Opération par opération, forcément, mécaniquement, la constructibilité va baisser. Mais par contre, vous avez, et je dis à travers vous, c'est l'ensemble des habitants et des habitantes, l'engagement d'une métropole qui dit « nous voulons construire ». Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il faut absolument construire dans cette métropole. Et je vais y venir, en veillant au choix des matériaux et au mode de construction, et deux, évidemment, en se demandant où faut-il construire. Dorénavant, il n'est plus possible de ne pas construire lorsqu'on décide d'une ligne forte. Je vous prends un exemple un peu polémique. Nos prédécesseurs avaient fait venir le métro dans la première couronne de Lyon à Oulin. Et c'était en 2013. Et nous sommes en 2023. Rien n'est sorti de terre. En l'occurrence, nous avons accéléré les choses et une ZAC, la Solé, va enfin sortir de terre 10 ans après l'arrivée du métro. Nous ne ferons pas la même erreur. Nous avons prolongé le métro jusqu'à Saint-Genis, une commune au-delà. Nous en avons parlé. Précisément. Et là, il y a d'ores et déjà, la métropole a voté une ZAC qui est programmée et donc nous ne perdrons pas de temps. Et puis il y a le choix des matériaux. Et c'est là où, sortons d'un discours catastrophiste, même si en matière climatique, il est normal ce discours, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude, une anxiété majeure du fait même du dérèglement climatique. Néanmoins, saisissons l'opportunité de la transition écologique. Saisissons l'opportunité en nous disant, en matière de réhabilitation, il y a la nécessité véritablement de faire naître des filières locales au sens un peu large du terme, mais notamment dans un environnement d'une centaine de kilomètres. Et là, en matière de bois, en matière de paille, en matière de chanvre, en matière de terre... De transport de matériaux. En matière de transport de matériaux... D'évacuation des déchets. Évidemment, tout cela... Nous avons une opportunité folle sur ce territoire, avec une métropole qui est fortement engagée dans l'acte de construire, mais nous avons un décalage qu'il faut absolument pointer. Nous devons aller, et quand je dis nous, c'est bien sûr acteurs politiques, mais acteurs économiques, nous devons aller beaucoup plus loin dans la structuration des filières. Merci, vous revenez, c'est très intéressant parce que vous revenez sur les différentes tables rondes qu'on a eues avec Raphaël Duchemin il y a quelques instants sur le transport fluvial, mais sur le fait qu'il y a un marché sous tension, que la construction c'est de plus en plus difficile. On le sait aujourd'hui, il y a eu un point de bascule, on ne construit plus aux alentours, on va de plus en plus loin. Est-ce que là aussi on ne va pas à l'encontre de cette volonté que vous avez politiquement de lutter contre le réchauffement climatique? Parce que c'est ça l'objectif. Est-ce que chez vous, à ICAD, vous sentez qu'il est de plus en plus... Bien sûr qu'on peut construire des logements à loyer raisonnable ou des logements sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour vous qui êtes aussi promoteur dans le privé de vouloir construire des projets ici dans la proche agglomération lyonnaise? Si, bien sûr. Alors effectivement, le point de blocage principal, c'est le prix. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a atteint un plafond de verre depuis quelques mois. On a un exemple assez probant. Aujourd'hui, c'est notre taux de désistement lié à la capacité d'emprunt, à la capacité de financement. On est passé à 40 voire 45% de nos dossiers depuis 3-4 mois sur lesquels on a des refus de prêt sur ces financements. Là, on est plutôt à 15-20 habituellement. Donc on a quelques outils qui 4 893 € du mètre carré pour un appartement. On a quelques outils qui nous permettent aujourd'hui finalement de contrebalancer. On a parlé du BRS tout à l'heure et c'est un levier qui est important, qui est bien perçu et qui commence aujourd'hui à prendre et qui nous aide, qui nous donne un peu d'air sur ces sujets-là. En revanche, c'est vrai que le post-Covid a eu une conséquence forte à créer un exode sur les extérieurs lyonnais. Donc on voit la limite de l'exercice avec des communes aujourd'hui qui ne sont plus adaptées en termes d'équipement public, de volonté municipale qui disent « oh là là, on est débordé, il faut arrêter, on ne veut plus construire ». Et à contrario, sur Lyon, on a aujourd'hui finalement toutes les
les infrastructures qui sont en place et sur lesquelles il faut qu'on ait la capacité de densifier autour de ces réseaux-là. Avec un changement aussi fort dans les modes constructifs, en tout cas dans la capacité à fournir des logements de qualité, avec des espaces extérieurs qui soient de vrais espaces extérieurs. C'est une donnée, c'est tellement évident, mais c'est une donnée qui est fondamentale aujourd'hui dans la recherche finalement de nos clients, et puis des appartements qui soient de taille raisonnable. Je fais un zoom sur ce sujet-là. Il y a une volonté politique aujourd'hui finalement de faire de grands logements et de grands appartements. On se rend compte qu'on a aujourd'hui les stocks commerciaux qui commencent à remonter tout doucement, puisqu'il y a une capacité d'emprunt qui diminue, des permis qui sont délivrés, donc des appartements qui sont remis à la vente. Par contre, on constate que sur ces appartements de T4, T5 qu'on a massivement créés, en tout cas qu'on a recréés, on a quand même cette difficulté d'écoulement et de demande, parce qu'il y a des familles à loger, mais il y a aussi des familles monoparentales sur lesquelles on a un besoin qui est plutôt sur des appartements de T2 ou T3. Donc on voit qu'on a ces ajustements et ces réglages à faire un peu en permanence au regard du marché, au regard du contexte, et c'est un travail qui se fait en partenariat finalement avec le pouvoir politique et puis la volonté commune de faire différemment. Si je rebondis, mais vous avez quasiment tout dit. D'abord, la situation est très préoccupante sur la métropole de Lyon. Elle n'est pas noire. C'est-à-dire que je rappelle quand même que nous avons, sur l'année 2022, je vais vous donner un chiffre qui ne dit pas grand-chose à la plupart des personnes présentes ou en ligne, mais c'est 6 000 permis de construire démarrés par rapport à un objectif de construction qui est à 8 000. Donc, c'est pas bon, parce que nous avons besoin, c'est pas pour rien qu'on se fixe des objectifs. Mais j'invite quand même tout le monde à aller voir quand même dans d'autres métropoles de ce pays où on en est dans l'effondrement quand même de la construction. Je le dis très clairement. Il y a deux blocages. Il y a d'abord un blocage, on ne peut pas le nier, depuis quelques années, qui est une politisation de la densité. Pas d'abord, enfin, je vais dire un mot des maires, mais c'est d'abord que dans l'opinion publique, aujourd'hui, que vous soyez dans un quartier populaire ou un quartier plus aisé, dès lors qu'il y a une grue qui s'installe, il y a, ou avant même, il y a des recours. Voilà. Et donc, il y a un phénomène de « on ferme la porte derrière soi ». Non, c'est bon, moi je suis bien logé, mais j'ai plus besoin. Bon, de fait, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a fait côté métropole ? On accompagne les maires, on a voté une enveloppe de 10 millions d'euros qu'on renouvelle chaque année pour aider... en plus de notre programme d'investissement, d'aider aux équipements. Et puis, moi, je rencontre les promoteurs tous les 3 mois en essayant de repérer là où il y a des permis empêchés ou bloqués. Il y a un deuxième blocage, c'est évidemment aujourd'hui le prix. Alors, j'ai du mal, parce que, et encore une fois, le sujet est grave, mais à empêcher un petit sourire, parce que c'était une discussion qu'on a eue avec les promoteurs dès notre arrivée en juillet 2020, en disant, on vous a vendu une ville-monde à Lyon, il faut quand même relativiser, il y a un prix plafond, les 10 000 € le mètre carré, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, c'est pas ça la réalité quand même des habitants et habitantes de cette métropole. Donc, il y a aujourd'hui, avec l'augmentation des taux d'intérêt, une situation de blocage et on a des chantiers bloqués. C'est ça notre préoccupation commune. Donc moi, ce que je dis simplement aux promoteurs, c'est que nous allons essayer de les débloquer, mais à condition de ne pas renier ou de ne pas revenir sur nos principes politiques. Donc on fait des propositions en disant faisons plus de logements en bail réel solidaire. Ça veut dire que la métropole, via sa foncière, va mettre un peu plus de fonds propres. Faisons, pourquoi pas, c'était des logements en usufruit locatif social, c'est-à-dire sur une période, mais simplement pas en dessous de 20 ans. Parce que raisonner sur le logement sur le court terme, c'est l'erreur qu'ont fait nos prédécesseurs et nous ne travaillons pas à horizon 2026 pour faire un petit clin d'œil à des échéances électorales. Non, le logement c'est beaucoup plus sérieux que cela. Ça doit se penser sur 20 ans au moins. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est finalement essayer de, ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais de réguler un marché qui est devenu totalement débridé, où malgré les bonnes volontés des uns et des autres, et vous avez vu quand même les engagements de tous et toutes sur un acte de construire qui serait évidemment vertueux, et je n'ai aucun doute en la matière, mais néanmoins les mécanismes du marché, l'inflation du prix du foncier fait que ça déraille. Là où on a une discussion, c'est qu'on a besoin en termes de granulométrie, c'est-à-dire véritablement de typologie de logement, on a besoin d'être assez souple. J'entends le besoin des T1 pour les familles monoparentales. Je vais vous dire une chose, c'est même ce qui nous a conduit à faire l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Parce qu'on sait que des T1 qui sont extrêmement élevés, eh bien, les familles monoparentales notamment, les étudiants boursiers n'y arrivent plus. Donc c'est pour cela que nous sommes intervenus. Mais nous avons quand même un besoin d'appartements familiaux aussi. Et je vous dis une chose qui nous préoccupe, c'est quand sur la presqu'île de Lyon, l'hypercentre de notre métropole et de notre ville, nous voyons des arrondissements qui perdent en population.
Parce que des familles déménagent. Alors bien sûr, à un moment, on nous a dit, post-Covid ou en plein confinement, c'est l'appel de la nature, pour ne pas donner une couleur qui pourrait être apparentée à une couleur politique. Donc c'est l'appel de la nature, certes, mais ce n'est pas vrai. Et vous avez lu comme moi les articles, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'abord et avant tout le fait que lorsqu'arrive un enfant, il faut une pièce supplémentaire et que ça n'est plus possible vu le coût du logement dans notre métropole. La densification, la ville sur la ville, c'est aussi un cheval de bataille de DICAD. Est-ce qu'il n'est pas plus simple aujourd'hui d'avoir des programmes immobiliers sur des terrains vierges que d'espérer pouvoir faire évoluer les cœurs de ville qui sont voilà, soumis à des réglementations excessivement lourdes? On le sait bien, on ne peut pas modifier des habitats qui... Pas aussi facilement. Je vois. Est-ce que vous qui êtes les mains dans le cambouis, Monsieur Gibault, est-ce que vous trouvez que c'est facile et que c'est simple de densifier le cœur de ville? Alors, des terrains vierges à Lyon, si vous en avez, on est preneur parce qu'on n'en connaît pas. Donc, nécessairement, ça passe par... Les friches industrielles, il faut... C'est un levier, mais il en reste encore quelques-uns. Soyez positif. En fait, on a deux axes dans notre développement, finalement. Il y a l'axe, je dirais, lié aux ZAC, donc, qui va être lié à l'aménagement urbain de grande échelle, concerté avec un encadrement finalement des règles du jeu qui permettent de sortir des opérations vertueuses et de qualité. Enfin, je le dis clairement, c'est ce qui nous permet sur un écoquartier de sortir à des coûts de construction qui sont quand même élevés, mais à des prix de vente qui sont cohérents et à trouver la clientèle. Donc la ZAC et l'aménagement en tout cas est un bon outil qui nous permet de maîtriser la charge foncière. Et puis on a l'autre aspect qui est plutôt diffus, où là vous en parliez tout à l'heure, où on a eu une course à l'échalote sur les propriétaires fonciers, puisqu'on est très nombreux opérateurs à vouloir travailler sur la métropole lyonnaise et ça a eu une conséquence forte de faire monter les prix du foncier. On se rend compte qu'aujourd'hui finalement le plafond de verre du prix de vente vient quand même éroder un peu cette attente des propriétaires fonciers, donc on commence à avoir un tout petit peu d'oxygène pour pouvoir faire entendre raison à ces propriétaires-là. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question est-ce qu'il y a des terrains nus sur Lyon, il n'y en a pas. Si on veut pouvoir développer les opérations, il faut pouvoir travailler sur les ZAC en partenariat avec les collectivités et sur les territoires diffus où on a encore cette problématique de prix qui tend tout doucement à s'inverser avec des propriétaires qui commencent à entendre raison. Et vous voyez, c'est toute la difficulté de refaire la ville sur elle-même. Dans notre prochaine modification du plan local d'urbanisme, nous allons poser la question de la hauteur. Oui, il faut poser la question de la hauteur, c'est évident. Et nous allons d'ailleurs engager un chantier avec les bailleurs sociaux parce que là encore une fois, la prise de décision n'est pas la même, etc. Et pour obtenir de la surélévation, nous ferons une annonce dans quelques semaines du côté de la métropole de Lyon sur un nombre même de logements qu'on peut engager. Puis de manière générale, n'oublions pas que la politique de l'habitat, c'est aussi partir de l'existant. Et je redis une chose qui concerne plutôt le logement social, enfin qui concerne que le logement social. Notre métropole de Lyon a dépensé 80 millions d'euros sur les 2 dernières années pour de la préemption, pour faire du logement social là où il n'y a plus de foncier disponible. Parce que c'est aussi ça quand même, refaire la ville sur elle-même, c'est refaire la ville sur elle-même, mais pas simplement pour certaines catégories sociales. C'est tout notre défi. Un autre acteur essentiel dans la rénovation des logements, c'est l'État. Et vous en appelez à plus de, comment dirais-je, de liberté, ou en tous les cas de confiance donnée au territoire. Vous aimeriez qu'il y ait une sorte de décentralisation de cette gestion de la prime rénov'? Oui, la réponse est très claire. D'abord, elle a été annoncée. J'ai participé aux travaux du Conseil national de la refondation logement et donc c'était évidemment une de nos demandes. Et comme le dit très fortement et avec très grande force justement France Urbaine. Donc oui, et il faut tester le statut d'autorité organisatrice de l'habitat pour avoir la délégation de ma prime rénov', mais peut-être aussi pour imaginer être en première ligne, notamment pour répondre aux grandes entreprises qui ont besoin de loger leurs salariés. C'est quand même ça aussi le logement. Hein. Au moment où revient l'emploi dans nos grandes villes, il y a un problème, c'est qu'on n'arrive plus à recruter parce que le logement est trop cher. Donc il faut bien quand même que la collectivité qui est en première ligne, vous disiez les mains dans le cambouis, je crois que la métropole aussi a les mains dans le cambouis. Donc en l'occurrence, elle peut devenir autorité organisatrice de l'habitat. C'est un statut. C'est un statut pour le moment à mi-chemin. Parce qu'une autorité organisatrice, elle n'a de sens que s'il y a des ressources liées. Et des ressources qui doivent être fléchées, notamment pour préempter, pour faire plus de logement social là où on n'arrive plus à avoir notamment de foncier disponible. Et donc il faut se poser la question, c'est peut-être là qu'on a une piste
pour la régulation du prix du foncier, même si je sais que les promoteurs sont plus optimistes que je ne le suis, mais moi je pense quand même que le cœur du métier de promoteur, ça n'est pas de faire de la surenchère, et vous me permettrez quand même ce petit point quand même de désaccord sur le prix du foncier, c'est avant tout de développer dans le sens où vous l'avez très bien indiqué, et pour le moment, on a un coût du foncier, notamment à Lyon, métropole de Lyon, qui a flambé depuis le début des années 2010 et qui nous coupe les ailes, qui nous coupe, à vous promoteurs, à nous responsables politiques, la capacité d'agir. On n'a pas eu le temps d'aborder aussi cette alliance, hormis France urbaine, que vous souhaitez, que vous mettez en œuvre au niveau européen avec des grandes villes. En tous les cas, merci à tous les deux, Monsieur Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville, ainsi que Monsieur Gibault, merci, directeur régional d'ICAD, d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.